Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans ma précédente vidéo, je vous ai raconté un petit peu ma petite mésaventure concernant YouTube. Et finalement, force est de constater que j'avais fait une autre vidéo qui s'intitulait « L'étau se resserre ». Et bien encore une preuve que l'étau se resserre. Vous connaissez sans doute ce site. Ce site est un site de vidéos en ligne et qui a une fâcheuse tendance à être une sorte de support, de plateforme relativement libre, et de fait permettant à des gens de diffuser des vidéos de divers ordres. Or, il se trouve que le gouvernement français a demandé à ce site de supprimer systématiquement des vidéos provenant de Russie. Sauf que les responsables du site ont fait un bras d'honneur à la France, mais ont décidé tout simplement de couper directement l'accès de ce site à tous les Français, c'est-à-dire à la France. Mesure de rétorsion pour bien démontrer que les gouvernements, ceux qui sont plus ou moins alignés, sont en train de paniquer. Paniquer parce que de plus en plus, on voit émerger, on voit revenir à la surface une multitude d'informations qui contredisent les propos de certains qu'ils ont tenus il y a quelques mois, voire quelques années. Ceux qui vous disaient, par exemple, sur la pandémie, sur l'efficacité des vaccins, sur le fait que ça protège de la transmission, etc. Aujourd'hui, force est de constater que ces gens-là, on est étonné que certains médias mainstream ne mettent pas finalement ces gens face à leur contrariété. Comme je vous l'ai dit, aux États-Unis, c'est le désespoir absolu de pousser les Américains à faire la 4e dose, alors qu'on prévoit déjà la 5e dose. Aux États-Unis, je crois qu'il y a à peine la moitié des Américains vaccinés qui ont fait la 3e dose. Autant dire que c'est un désespoir total, au tel point qu'on a pu voir un présentateur d'un fameux late show, vous savez, ces late shows qui sont ces émissions talk show à l'américaine, qui sont diffusées généralement très tard le soir, celle présentée par, je crois que c'est le Late Show, présenté par James Corden, qui est à l'origine des Britanniques, et qui nous a fait une comédie musicale avec Daria Grande, je crois, c'est une chanteuse populaire ici aux États-Unis, pour vanter la protection, pour vanter la responsabilisation, pour vanter la vaccination. Et ce qui est assez amusant, c'est que finalement, c'est le constat de voir une communication qui s'est tellement infantilisée, qui est gérée par des soi-disant professionnels de la communication, qui prennent vraiment les gens pour des cons, ou qui sont tellement enfermés dans leurs algorithmes, dans leurs équations, de prendre en considération le moindre petit détail pour aller toucher la sensibilité, pour aller toucher l'émotionnel des Américains, et réussir à glisser finalement le message. Sauf que malheureusement, ça ne fonctionne pas. Comme vous le savez, à la fin de la semaine, nous avons le midterm. Ce fameux midterm qui, comme je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo, il y a quand même un phénomène qui est de retenue de la part des médias, c'est de faire en sorte de ne pas parler d'Hunter Biden. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, qui est Hunter Biden? Hunter Biden, c'est le fils du président américain Joe Biden, qui a eu, disons, une certaine réputation d'être quelqu'un de très volage, sachant user de certaines substances illicites, mais qui, non content d'être un fils d'eux et non content de bien confirmer la réputation de certains enfants de présidents de parfois faire des conneries, quoique, prenons en considération quand même que concernant les Obama, ils ont quand même réussi plus ou moins l'éducation de leur fille, même si l'aîné s'est amusé, mais c'est une gamine, c'est une adolescente.
Va-t-on blâmer une adolescente parce que son papa a été président de vouloir s'amuser? Non. Ce n'est pas le cas pour d'autres. D'autres utilisent évidemment la notoriété, je dirais la célébrité, les facilités de leurs parents. C'est le cas d'Hunter Biden. Et Hunter Biden, il faut savoir quand même que c'est quand même quelqu'un qui traîne pas mal de casseroles. Hunter Biden, c'est celui qui a été intronisé par son père en 2014 lors des rencontres, alors que son père était vice-président, avec les responsables ukrainiens suite aux événements de Maïdan, et qui s'est retrouvé au conseil d'administration d'une compagnie de gaz, je crois, ukrainienne, avec un taux de capital de 10%. Hunter Biden, c'est celui qui a été dénoncé pendant la campagne présidentielle par, évidemment, le staff de Donald Trump, comme ayant fricoté, voire même ayant toujours des intérêts avec des sociétés financières chinoises. Hunter Biden, c'est enfin un portable. Alors l'histoire du portable, c'est là justement que c'est limite la cerise sur le gâteau. Hunter Biden porte son portable chez un réparateur, mais alors un réparateur lambda. Ce même réparateur, lorsqu'il commence à faire la maintenance de son ordinateur, se rend compte de certains contenus fâcheux. Fâcheux parce que dans son ordinateur, il y a plein de trucs. Il y a des documents confidentiels, et puis surtout des vidéos. Des vidéos... Sauf que, évidemment, ce tenancier de cette société de réparation d'ordinateurs veut jouer la carte du bon citoyen. Et donc, prévient le FBI. Il dit voilà, j'ai un problème. J'ai ici le portable d'une personne, je préfère ne pas dire son nom, mais je pense qu'il serait intéressant pour vous de venir chercher cet ordinateur parce que, voilà, moi je ne veux pas être tenu pour responsable des contenus. Sauf que le FBI, apparemment, n'en avait strictement rien à foutre. Donc le tenancier a tout simplement fait 3 copies. Il a gardé une copie pour lui qu'il a confiée à une personne en lui disant si jamais il m'arrive quoi que ce soit, tu envoies ça à qui de droit. Et il a envoyé 2 copies à 2 médias alternatifs. Et il se trouve que c'est comme ça que nous avons su que Hunter Biden a tout simplement laissé un portable avec des contenus délicats dans une officine de réparation d'ordinateurs lambda, et qu'évidemment certains documents ont commencé à apparaître sur le web, surtout les vidéos. Et là, évidemment, panique à bord. Panique à bord parce que cette affaire, elle remonte pendant la campagne présidentielle, et évidemment remonte aux oreilles de Donald Trump. Et évidemment, Donald Trump se sert de ça dans sa campagne pour attaquer Joe Biden. Et là, panique à bord. Panique à bord puisque là, les démocrates influents font pression de telle manière à ce que le FBI, finalement, finisse par se bouger le cul. Et le FBI est allé voir donc ce tenancier de cette officine pour récupérer le portable. Et puis finalement, l'affaire a été rapidement étouffée, avec la complicité évidemment d'une majorité de médias mainstream pro-démocrates qui ont fait en sorte que l'affaire ne soit plus sur l'espace public. Sauf que l'affaire, elle est remontée. Joe Biden a été élu, et il y a quand même certaines personnes haut placées qui se sont interrogées sur le fait de savoir est-ce qu'à un moment donné, Hunter Biden ne risque pas de porter préjudice à la sécurité de l'État. Parce que vu son comportement, vu son attitude, vu ses fréquentations, vu ses mœurs, le fait qu'il ait laissé un portable qui pouvait contenir des documents sensibles entre les mains de n'importe qui, ça pose problème. Donc, on a commencé à voir l'affaire saisie une commission qui s'inquiète de la question
a interrogé un certain nombre de personnes, et là, tenez-vous bien, parce que ceux qui connaissent l'histoire, je pense que vous savez de quoi je veux parler, est arrivé le jour de l'audition du responsable du FBI, qui devait expliquer comment se fait-il que, lorsque le tenancier a prévenu le FBI qu'il détenait un portable sensible, le FBI ne s'est pas déplacé. Et donc, sous serment, questions, réponses, etc. Et à un moment donné, le principal opérant de cette commission, alors je crois me souvenir qu'il s'agit de Ron Paul, peut-être que je me trompe, qui est un républicain, qui était le même qui s'était un petit peu, presque, qui avait jouté avec Fauci, pose cette question. Est-ce que vous pouvez nous assurer aujourd'hui que vous êtes bien en possession de ce portable? Et là, on a une réponse hallucinante. Le responsable du FBI a expliqué que oui, ils avaient bien récupéré le portable, mais qu'au moment actuel où il dépose devant la commission, il est dans l'incapacité de dire où se trouve le portable. C'est-à-dire que le FBI utilise une façon de dire que on ne sait pas où il est, on l'a peut-être perdu. Donc vous imaginez bien que tous les médias indépendants, alternatifs, qui sont sur cette affaire, relatent le fait que le FBI a perdu le portable. Comment voulez-vous que des Américains réagissent? Et je dirais même des Américains modérés, progressistes, qui se disent mais quand est-ce qu'ils vont arrêter leurs conneries? Comment voulez-vous que l'Amérique retrouve un sentiment d'unité quand de plus en plus on est en train de voir la corruption, les collusions, les duplicités de ce paysage politique qui se fait fi des institutions pour réussir à obtenir ce qu'ils veulent. Et après, on s'étonne que la société américaine est fracturée. Et j'ai envie de dire, vous faites tout aussi pour qu'elle soit de plus en plus fracturée. Et là, vous allez me dire, oui, finalement, c'est bien le fameux adage qui dit « diviser pour mieux régner ». Sauf que le problème, c'est qu'à force de diviser, si vous perdez le contrôle d'une des parties et qu'une des parties commence à monter au créneau face à l'autre, là, ce jour-là, les choses pourraient très bien mal tourner. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est un peu ce qui est en train de se passer en Europe. La division qu'il y a aujourd'hui sur certains sujets de la part des pays membres de l'Union européenne, surtout l'Allemagne. Parce que je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe en Allemagne. La fameuse Allemagne, l'exemple, le pilier avec la France de l'Union européenne, l'exemple même de la réussite de l'ultralibéralisme. Oui, sauf que le mondialisme a ses écueils, a ses revers de médaille. Et aujourd'hui, la guerre en Ukraine a révélé que finalement, beaucoup de pans de l'économie allemande dépendaient de marchés avec la Russie. Je ne vais pas refaire l'historique concernant l'énergie avec le gaz, mais sachez que nous venons d'apprendre que M. Scholz, le chancelier, a été rendre une petite visite à Xi Jinping en Chine. Et on a appris, alors, petit rappel, en général, quand vous avez des déplacements d'autorités comme ça d'un pays vers un autre pays pour des rencontres protocolaires, en règle générale, les dirigeants, ou les présidents, ou les premiers ministres, les chanceliers, etc., emmènent avec eux des acteurs économiques. C'est-à-dire profiter du voyage pour faire des rencontres au sommet, pour peut-être décrocher des contrats. C'est une coutume, c'est une tradition. Or là, il se trouve qu'il y a eu un trop-plein de sociétés allemandes qui voulaient aller en Chine avec Scholz. Et Scholz a été obligé
de sélectionner 12 responsables, 12 représentants de 12 compagnies importantes allemandes. Alors évidemment, c'est l'automobile, l'industrie chimique. Alors je crois qu'il y a Merckx, BMW, Volkswagen, Audi, Bayer, même si Bayer n'appartient plus à l'Allemagne, mais ça reste quand même un acteur historique. Donc c'est la preuve que les Allemands, ils sont dans la merde. Rendez-vous compte, des grosses compagnies qui veulent essayer d'aller en Chine avec Scholz pour faire des rencontres, essayer de décrocher des contrats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Allemands sont en train désespérément de trouver des remplaçants à tous les marchés qu'ils avaient développés avec la Russie. Alors là, je peux vous dire que les Chinois, ils ont le sourire. Ils ont le sourire. Pourquoi? Parce que ils sont en position de force. Parce qu'ils savent que les Allemands sont tellement dans la merde que finalement, c'est les Chinois qui vont dicter leurs conditions aux opérateurs allemands. Et vous savez qu'avec les Chinois, en règle générale, ce qu'ils veulent, c'est s'assurer des contrats de partenariat commerciaux, mais avec l'assurance qu'à terme, les technologies, les pratiques, les règles, les principes, les modes de fonctionnement, les modes opératoires, les modes de production, soient en leur possession à terme, et faire exactement ce qu'ils ont fait pendant presque une décennie, c'est-à-dire faire croire à des partenaires européens et occidentaux que c'était des partenaires, mais en réalité, ils ont profité de la situation pour apprendre à maîtriser et finalement produire eux-mêmes. Et ne plus travailler avec l'opérant, ou alors continuer à travailler avec l'opérant, mais en développant eux-mêmes leurs propres produits. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, l'année dernière, a été autorisé sur la vente sur le marché de 2 véhicules électriques chinois. Un à 14 000 $ et un modèle de base à 7 000 $. Sauf qu'évidemment, le problème, c'est que si en effet ils ont l'autorisation de les vendre aux États-Unis, le protectionniste américain fait en sorte que ces véhicules sont quasiment impossibles à trouver sur le marché américain. C'est là toute l'ambiguïté de la question. Parce que vous avez l'autorisation de vendre votre produit sur le marché américain, mais en réalité, vous êtes tellement confronté à la complexité, à la désorganisation, voire au protectionnisme d'un certain nombre d'États. Ça rejoint un petit peu d'ailleurs, souvenez-vous, de ce fameux accord transatlantique qui avait été interrompu par Donald Trump lorsqu'il est arrivé à la Maison-Blanche. Alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié, qui s'appelait le TAFTA, le fameux traité transatlantique de libre-échange. Et souvenez-vous, je vous avais expliqué que si ce traité, évidemment, certains souhaitent vouloir reprendre les négociations, etc., sauf que malheureusement, la pandémie et puis la crise économique fait que pour l'instant, les négociations sont à plat. Mais ce que les gens, alors évidemment, peut-être que vous vous souvenez sur des plateaux de télé, etc., des gens qui vantaient le TAFTA, qui vantaient, ouais, c'est génial et tout, vous imaginez, ça va faciliter les échanges économiques avec les Américains, on va pouvoir promouvoir le savoir-faire européen, le savoir-faire français. Sauf que tous ces gens, en fait, ont menti. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le rappeler pour ceux qui ne le savent pas. Le TAFTA, ce fameux traité transatlantique, prévoyait en effet des facilités douanières, des exemptions de taxes, voire allégements de taxes, pour faciliter les échanges économiques entre les États-Unis et l'Union européenne. Évidemment, l'argument était de dire ça va faciliter le marché commun européen pour pouvoir exporter leurs produits aux États-Unis.
Et évidemment, les Américains exportaient leurs produits en Europe. Sauf que la réalité, elle était tout autre. Pourquoi ? Parce que ceux qui auraient signé ce fameux traité, en l'occurrence Bruxelles, la Commission européenne, qui a aujourd'hui des outils pour dire aux pays membres, ben voilà, maintenant les règles du jeu, c'est ça. Et puis si vous ne respectez pas ou n'appliquez pas les règles du jeu, attention, on va vous punir. Sauf que de l'autre côté de l'Atlantique, qui signe ? C'est l'État fédéral. C'est l'administration. Sauf que l'État fédéral, il dit aux États, aux 50 États, voilà les nouvelles règles de fonctionnement maintenant avec l'Union européenne sur le plan des échanges économiques. Et c'est tout. Vous comprenez ou pas ? Laissez-moi vous expliquer. Prenons un exemple. Si le traité, le fameux TAFTA, avait été signé, les Américains allaient pouvoir exporter leurs produits de façon plus massive pour envahir le marché européen. Qui plus est, parfois des produits qui ne sont même pas produits d'ailleurs aux États-Unis, qui sont fabriqués dans certains pays asiatiques. Et ça, c'est l'art et la manière des Américains de faire fabriquer chez les autres pour revendre chez les autres. C'est-à-dire qu'en réalité, les États-Unis ne servent plus que d'intermédiaires. Alors là, je parle de produits de grande quantité, de produits de masse. Ces produits que vous trouvez dans les supermarchés, dans les magasins discount, ou des trucs comme ça. Et évidemment, faciliter un petit peu les produits locaux de certains États. Et je vais vous prendre l'exemple d'un produit qui est le vin. Il faut savoir qu'aux États-Unis, à l'heure actuelle, le vin français est très cher. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, les gens qui aiment le vin aux États-Unis, lorsqu'ils découvrent le vin français, ils se disent « Ouah la vache, putain que c'est bon !» Et évidemment, comme toute chose qui est bonne, ça coûte très cher. Alors, il existe certaines filières qui réussissent à acheter du vin en gros pour justement satisfaire la clientèle, qui n'est pas forcément une clientèle fortunée, mais c'est un marché, c'est un potentiel. Et donc on peut trouver en effet dans certains réseaux des vins français, mais on les trouve en règle générale entre 15, 20, 25, 30 $, voire 50 à 60 $ pour vraiment les très bonnes bouteilles. Et ça, c'est la cause des taxes. Donc avec le TAFTA, eh bien les producteurs vinicoles français auraient eu une opportunité formidable de pouvoir exporter de façon beaucoup plus importante le vin français, c'est-à-dire la production vinicole française, en tout et pour tout. Aussi bien les rouges, les rosés, les bourgognes, les blancs, les vins d'Alsace, les vins de Provence, etc., etc., etc. Et ainsi, pouvoir satisfaire un marché américain d'amateurs de vin. Je peux vous dire que les amateurs de vin, s'ils ont la possibilité de pouvoir acheter plus régulièrement du vin français, c'est énorme. Mais, évidemment, les Américains, eux aussi, auraient eu la possibilité de pouvoir exporter leur vin. Prenons l'exemple de la Californie, le fameux vin californien. Bien, le vin californien aurait pu s'exporter beaucoup plus facilement en Europe, voire même pouvoir l'exporter et le vendre à des prix beaucoup plus concurrentiels que le vin français dans notre propre production française. Mais inversement, dans la réalité, si ce TAFTA, un jour, finit par se faire, eh bien, il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Parce que si en réalité les Américains pourront parfaitement exporter leur vin et inonder le marché européen de leur propre vin, ça ne sera pas le cas pour les vins français. Pourquoi ? Tout simplement parce que les États-Unis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Washington signe et dit voilà les nouvelles règles d'exportation et d'importation commerciale avec l'Union européenne, exonération ou abaissement de taxes douanières, etc. Et c'est tout. Le c'est tout, c'est que si un État a décidé de ne pas appliquer ces règles,
il n'y aura pas de mesure de rétorsion. Ce qui fait que les vinicoles français à qui on a vendu le TAFTA, en disant vous allez voir c'est génial et tout, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de facilité de vendre votre vin et faire concurrence en Californie avec le vin californien. Un marché énorme. Sauf que non. Sauf que non, pourquoi? Parce que la Californie ferait alors en sorte de faire des lois de telle manière à ce que les taxations, les surtaxes, les taxes douanières, les taxes d'importation sur le vin français resteront les mêmes. Eh oui. Parce que le système américain, c'est ça. C'est 50 États qui peuvent très bien appliquer les lois fédérales, comme ils peuvent très bien ne pas les appliquer et faire leurs propres lois. D'où d'ailleurs souvent cette bataille qu'il y a sur certains sujets législatifs au sein du pays. Donc en réalité, le TAFTA, c'était une opportunité énorme pour les Américains, mais pas pour les Européens. Et même s'il y avait eu mise en place du fameux tribunal d'arbitrage pour permettre aux Européens qui tout d'un coup se seraient rendus compte qu'on les a complètement lésés, trompés, eh bien malheureusement, étant donné que Bruxelles est aux ordres de Washington, les fameux tribunaux donneraient raison au libre marché selon les accords signés par le TAFTA. Et que par conséquent, eh bien tout d'un coup, les producteurs européens de produits qui voudraient exporter aux États-Unis ne pourront pas véritablement bénéficier du TAFTA parce que certains États, ou la majorité des États, ne feront pas ou ne joueront pas le jeu du TAFTA. En revanche, les sociétés américaines, elles pourront non seulement légitimer et profiter des bénéfices du TAFTA pour envahir l'Europe de leurs produits, sans qu'aucun pays de l'Union européenne ne puisse y redire quoi que ce soit. Fort heureusement, merci Donald Trump d'avoir, je dirais, arrêté cet accord. Parce que si cet accord était venu à terme, eh bien, c'est pas de la viande française que vous mangeriez, ce serait de la viande américaine hormonée. Dégueulasse. Donc vous comprenez bien que finalement, c'était une sorte de contrat où vous aviez un gagnant et un perdant. Fort heureusement, Donald Trump a coupé court aux négociations de ce TAFTA. On nous avait promis le retour de ces négociations, sauf que la pandémie est arrivée et aujourd'hui la situation économique n'est pas du tout favorable à relancer les négociations sur ce type d'accord. D'autant plus que les relations se tendent de plus en plus aujourd'hui entre les États et comme je vous l'ai dit, la merde est en train de remonter à la surface. Et donc cette affaire d'Hunter Biden, aujourd'hui, elle dérange. Elle dérange parce qu'elle rajoute au manque de confiance d'un grand nombre d'Américains envers le paysage politique américain. Et de fait, on a essayé de demander à Biden de lâcher un petit peu de laisse et de laisser son fils aller un petit peu devant la justice pour quelque chose d'assez minoritaire. Donc voilà en fait aujourd'hui la situation concernant ce fils d'eux. La situation empire, mais on va suivre un peu l'actualité et d'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, certainement avec le résultat du midterm. Portez-vous bien et soyez prudents.